Après avoir vu la première partie du traitement du diabète sucré, c'est la diététique, parce qu'on a bien vu que la diététique, ça faisait partie du traitement du diabète. Là, on va voir le traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux, on a deux volets, le traitement oral et l'insulinothérapie. Alors, pour ce qui est du traitement oral du diabète, voilà. Donc, il existe trois types d'antidiabétiques oraux. On a trois catégories d'antidiabétiques oraux. Quand on avait parlé du diabète de type 2, donc on avait dit qu'on avait d'une part une résistance à l'action de l'insuline et d'autre part, on avait un défaut de sécrétion de l'insuline qui était relatif. Donc, on a toujours de l'insulinosécrétion chez le diabétique de type 2, mais elle est insuffisante pour entraîner des glycémies normales. Donc, pour traiter le diabète de type 2, on va agir sur ces deux composantes. On va agir soit sur la composante insulino-résistance ou bien sur la composante insulinosécrétion, bien les deux en même temps. Donc, pour ce qui est du premier type ou de la première classe thérapeutique des antidiabétiques oraux, c'est les médicaments qui améliorent la sensibilité de l'insuline, c'est-à-dire les insulinosensibilisateurs. C'est la metformine. Donc, c'est l'un des traitements les plus anciens du diabète de type 2 et c'est actuellement le traitement qui doit être prescrit en première intention. Retenez-le. Donc, le diabète de type 2, on va le voir, on peut prescrire des mesures hygiéno-diététiques au début seul, ou bien on peut prescrire les mesures hygiéno-diététiques avec un traitement d'emblée dès le diagnostic du diabète, mais toujours est-il que si on doit prescrire un traitement médical chez les diabétiques, c'est toujours de la metformine en première intention. Ensuite, si avec la metformine, on n'a pas un bon résultat, là, on peut prescrire d'autres médicaments, les autres classes thérapeutiques. Donc, première classe thérapeutique, c'est les insulinosensibilisateurs et le seul médicament de cette classe, c'est la metformine. Deuxième classe thérapeutique, c'est les médicaments qui vont stimuler la sécrétion de l'insuline. C'est ce qu'on appelle les insulinosécréteurs. Là, on a 4 types de médicaments. Les plus connus, c'est les sulfamides hypoglycémiants. Donc, ils vont stimuler directement la sécrétion de l'insuline en agissant au niveau du pancréas. On a les glynides, eux aussi, ils agissent directement au niveau du pancréas. Ils vont stimuler la sécrétion de l'insuline, mais on va voir que comparé aux sulfamides hypoglycémiants, ils ont un profil d'action qui est un peu différent. Et puis, on a deux autres médicaments qui appartiennent à la classe, ce qu'on appelle la classe des incrétines, qui stimulent la sécrétion de l'insuline, mais de façon indirecte. Le premier médicament de la classe des incrétines, c'est les inhibiteurs de la DPP4 qu'on donne par voie orale. Et le deuxième incrétinomimétique, ou le médicament qui fait partie de la classe des incrétines, qui stimule aussi la sécrétion de l'insuline de façon indirecte, c'est l'analogue du GLP-1. Vous voyez qu'ici, donc, ce n'est pas un médicament qui est donné par voie orale, c'est un médicament qui est injectable, mais on va le voir en même temps que les inhibiteurs de la TPP4. Et puis, la troisième et dernière classe de médicaments qu'on utilise, c'est les médicaments qui diminuent l'absorption des glucides alimentaires, et on a un seul médicament de cette classe, c'est les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. Parmi les effets secondaires les plus importants qu'on recherche et qu'on craint pour les antidiabétiques oraux, c'est les hypoglycémies, l'effet secondaire hypoglycémie. Et ce ne sont que les sulfamides hypoglycémiens et les glynides qui sont pourvoyeurs d'hypoglycémie. Tous les autres antidiabétiques oraux n'entraînent pas d'hypoglycémie. Donc, les autres antidiabétiques oraux, on peut dire que c'est des anti-hyperglycémiens. Ce n'est pas des hypoglycémiens au sens propre du terme. Donc, on va commencer par les insulinosensibilisateurs. Je vous avais dit qu'on avait un seul médicament dans cette classe, c'est la metformine. Donc, soit on a la metformine classique, c'est le chlorhydrate de metformine qui existe sous forme de comprimé 500, 850 ou 1000 mg. La dose thérapeutique journalière, c'est entre 1700 et 2250 généralement. On peut aller jusqu'à 3000 mg, c'est-à-dire 2 à 3 comprimés de 850 ou bien 2 comprimés de 1000 mg. Dans certains cas, chez les sujets très obèses, on peut donner jusqu'à 1000 mg 3 fois. Mais il faut savoir qu'entre 3 comprimés de 850 ou bien 2 comprimés de 1000 et 3 comprimés de 1000, on ne gagne pas beaucoup sur l'effet thérapeutique, on gagne très peu, mais par contre, on aura plus d'effets secondaires. Donc, la dose de 3000, on les donne vraiment que pour les sujets qui sont très, très obèses, qui ont une résistance qui est importante. Mais généralement, si ça ne marche pas avec 3 comprimés de 850 ou 2 comprimés de 1000, c'est qu'il faut forcément rajouter autre chose. On a une deuxième forme de metformine qu'on appelle le stagite, c'est l'embaume de metformine. Elle est moins dosée, mais surtout, elle est mieux tolérée que la metformine classique. Les effets indésirables les plus importants de la metformine, c'est les troubles digestifs. Les troubles digestifs à type de nausées, de douleurs abdominales et de diarrhée. Il faut savoir qu'ils sont souvent transitoires, c'est-à-dire ils sont passagers. Et comment les éviter? C'est en introduisant le traitement à dose très progressive. Donc la metformine, on ne donne jamais 2 ou 3 comprimés d'emblée. On commence toujours par un comprimé lors d'un repas,
pendant une semaine. Ensuite, si le sujet le tolère, on rajoute le deuxième comprimé, pareil pendant une semaine. Et si le sujet le tolère, on rajoute le troisième comprimé, il restera sous 3 comprimés. Et la metformine, toujours, elle doit être prise au milieu du repas, pareil pour améliorer la tolérance. Bon, il y a un effet secondaire majeur, mais qui est exceptionnel, c'est l'acidose lactique, vous le savez. Donc, l'acidose lactique, c'est une complication qui est rare, mais qui est grave de la metformine. Mais cette complication ne se voit que lorsqu'on ne respecte pas les contre-indications. Donc, si on respecte les contre-indications, on n'aura pas d'acidose lactique. Et on avait dit que la metformine n'est pas pourvoyeuse d'hypoglycémie, c'est très important. Donc, pour ce qui est des contre-indications, on a les contre-indications temporaires et les contre-indications définitives. Les contre-indications de la metformine, c'est toutes les insuffisances. À chaque fois qu'on a une défaillance viscérale, il ne faut pas donner de metformine. Si on a une insuffisance rénale, pourquoi? Parce que la metformine est éliminée par voie rénale. Si on a une insuffisance hépatique, parce que lorsqu'on prend de la metformine, on a une augmentation des lactates. Et si on a une insuffisance hépatique, ces lactates ne vont pas être transformés, donc ils ne vont pas être métabolisés, on risque d'avoir une acidose lactique. Pareil pour l'insuffisance respiratoire et cardiaque, on a une anoxie tissulaire, donc on a une hyperproduction de lactate. Et la metformine inhibe la transformation des lactates. Bon, c'est que toute défaillance viscérale, toute insuffisance, contre-indication absolue à la metformine. On a aussi des contre-indications temporaires, par exemple la grossesse et l'allaitement. Retenez que tous les antidiabétiques oraux sont contre-indiqués chez la femme enceinte et la femme qui allait. Une femme enceinte ou qui allait, qui fait un diabète, quel que soit le type de son diabète, ce sera insuline, c'est tout. Donc c'est mesure génodiététique et insuline. Tous les autres antidiabétiques oraux, tous les autres antidiabétiques sont contre-indiqués. Et puis, pour ce qui est des autres contre-indications temporaires, donc il faut savoir aussi que la metformine doit être arrêtée 48 heures avant un aide chirurgical ou bien 48 heures avant une imagerie qui utilise un produit de contraste iodé et qu'on doit la réintroduire que 48 heures après avoir contrôlé la fonction rénale. Pourquoi? Parce que quand on injecte des produits iodés, on peut avoir une insuffisance rénale qui est secondaire à ces produits iodés et si le sujet est sous metformine, il peut faire une acidose lactique. Pour ce qui est de l'acte chirurgical, donc un sujet peut faire un état de choc au cours de la chirurgie et on a vu que toute défaillance viscérale contre-indiquait la metformine. Donc, l'une des contre-indications temporaires à connaître, c'est qu'on doit l'arrêter 48 heures avant une chirurgie ou bien avant une injection de produits de contraste iodé. Une autre contre-indication temporaire, c'est lorsque le patient se présente pour une pathologie aiguë grave, systémique. Par exemple, si le sujet fait un IDM, s'il fait un AVC, s'il est hospitalisé en unité de soins intensifs pour un état de choc, s'il a une déshydratation, une infection, etc., quelle que soit la pathologie aiguë grave systémique, donc la metformine doit être arrêtée de façon temporaire. Donc après avoir fini avec la metformine, on passe à la deuxième classe thérapeutique, c'est les insulinosécréteurs. Donc, et les insulinosécréteurs, on avait dit qu'on avait 4 types de médicaments, les sulfamides, les glynides et puis les incrétinomimétiques qui sont représentés par 2 thérapeutiques. Alors, pour ce qui est des sulfamides hypoglycémiants, donc on en a 4 types. Le premier que vous voyez, le glipinglamide, il n'est plus utilisé actuellement. C'est l'un des plus anciens sulfamides hypoglycémiants, mais il n'est plus utilisé parce qu'il est très pourvoyeur d'hypoglycémie. Ce qu'on utilise beaucoup plus, c'est le glimépiride et le glyclazide. Et le glyclazide qu'on utilise actuellement, c'est le LM30. Donc, on avait avant les comprimés à 80 mg. On devait les donner en 3 prises. Mais actuellement, il y a le glyclazide à libération modulée 30 mg. C'est comme du LP. C'est comme une libération prolongée, c'est à peu près la même chose. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut le donner en monoprise. Donc, quand on a des médicaments antidiabétiques qu'on peut donner en monoprise, ça favorise l'observance thérapeutique, surtout que chez les sujets diabétiques qui sont souvent polymédiqués. Donc, le fait de donner une monoprise, ça améliore l'observance au traitement. D'accord? Donc, le glimépiride, la dose thérapeutique, c'est entre 1 et 6 mg. Et le glyclazide, c'est entre 1 et 4 comprimés. Il faut savoir que les sulfamides hypoglycémiants, toujours, il faut les introduire, tous les insulinosécréteurs. Donc, c'est essentiellement les sulfamides et les glynides. Pour ce qui est des sulfamides et les glynides, parce que les deux autres, ils ne sont pas pourvoyeurs d'hypoglycémie et la marge thérapeutique est courte, on va le voir après, mais en tout cas, retenez que pour les sulfamides et les glynides, on doit toujours les introduire à petite dose. Et puis, on doit augmenter progressivement en fonction de la réponse glycémique. Donc, on ne commence jamais du glimépiride, par exemple, à 6 mg d'emblée. On commence à 1 mg, et éventuellement à 2 mg si les hyperglycémies sont importantes. Mais on commence toujours à petite dose. On recontrôle l'hémoglobine glyquée. Si le patient n'est toujours pas équilibré, on augmente un palier de suite. On passe à 30 mg par exemple, etc. jusqu'à arriver à la dose maximale. Si à la dose maximale, il ne répond pas, on verra, il faudra rajouter autre chose.
Alors, il y a un quatrième sulfamide hypoglycémiant qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est la glycidone. C'est des comprimés à 30 mg. Il faut les donner en 3 prises. Donc, il a une durée d'action qui est courte. Mais son avantage par rapport aux autres sulfamides hypoglycémiants, c'est qu'il est éliminé par voie hépatique. Donc, chez les sujets qui ont une insuffisance rénale modérée, on peut le donner. Contrairement au glipépiride ou glyclazide, dès que la fonction rénale commence à s'altérer, on doit les arrêter parce qu'ils sont éliminés par voie rénale essentiellement. Donc, les sulfamides, on doit les donner 15 minutes avant les repas. Donc, on avait dit la metformine, c'est au milieu du repas. Les sulfamides, 15 minutes avant les repas. Et le principal effet secondaire qu'on a, c'est l'hypoglycémie. L'hypoglycémie se voit surtout chez les sujets âgés. Et sa particularité, c'est qu'elle est prolongée. On avait vu que les sulfamides, les deux qu'on utilise le plus, ils ont une longue durée d'action. Et chez le sujet âgé qui a une fonction rénale qui est altérée, cette durée d'action est encore prolongée par rapport au sujet plus jeune. Donc, ça nécessite un resucrage de façon prolongée. Un sujet âgé qui fait une hypoglycémie sous sulfamide hypoglycémiant, il faut le garder minimum 24 heures sous perfusion de glucose. Et il est complètement contre-indiqué d'injecter du glucagon chez un sujet diabétique de type 2 qui a fait une hypoglycémie sous sulfamide hypoglycémiant. Pourquoi? Parce que le glucagon, il a un effet stimulant sur la cellule bêta-pancréatique. Donc, lorsqu'on va injecter du glucagon, il va dans un premier temps agir au niveau du foie pour augmenter la synthèse du glucose par le foie et donc lutter contre cette hypoglycémie. Mais secondairement, il va aller au niveau du pancréas, il va stimuler la sécrétion d'insuline au niveau du pancréas. Chez un sujet diabétique de type 1, qui n'a plus de cellules bêta-pancréatiques, le problème ne se pose pas. Il n'a plus d'insulinosécrétion endogène, donc le problème ne se pose pas. Par contre, chez un sujet qui a toujours une insulinosécrétion endogène, qui a fait une hypoglycémie en plus sous sulfamide, ça veut dire qu'il a une assez bonne réserve insulinique, le fait de donner du glucagon va stimuler encore plus la sécrétion endogène d'insuline. On peut aggraver l'hypoglycémie au lieu de la traiter. Les contre-indications de ces sulfamides hypoglycémiants, comme je vous ai dit, toujours grossesse et allaitement, c'est une contre-indication. Tous les antidiabétiques oraux, les patients qui ont une insuffisance rénale parce qu'ils sont en partie éliminés par voie rénale et en partie par voie hépatique, donc l'insuffisance rénale et l'insuffisance hépatique sont une contre-indication définitive aux sulfamides hypoglycémiants. Il faut savoir qu'on peut avoir aussi des allergies croisées. Donc, chez un sujet qui décrit déjà une allergie suite à la prise de sulfamides antibiotiques, tels que le Bactrim par exemple, on ne doit pas donner de sulfamide hypoglycémiant parce qu'il y a des allergies croisées. Il y a aussi une association qui est formellement contre-indiquée, c'est l'association avec le miconazole. Le miconazole, c'est un antifongique, donc on donne le plus souvent par voie locale, c'est le Dactarin, le fameux Dactarin, le gel buccal par exemple qu'on donne en cas de mucose buccale. Donc même par voie locale, il est contre-indiqué en association avec les sulfamides hypoglycémiants parce qu'il peut être quand même absorbé, même s'il est donné par voie locale, et ça peut potentialiser l'effet des sulfamides et entraîner des hypoglycémies sévères. Le deuxième type d'insulinosécréteurs, c'est les glynides. Donc les glynides, on avait dit que c'était des insulinosécréteurs qui agissent eux aussi directement au niveau du pancréas, mais ils n'ont pas le même récepteur que les sulfamides hypoglycémiants. L'avantage par rapport aux sulfamides hypoglycémiants, c'est qu'ils donnent moins d'hypoglycémie, ils donnent des hypoglycémies. Donc, si on vous met parmi les médicaments lesquels donnent des hypoglycémies, les glynides, c'est une réponse juste. Donc, les glynides sont pourvoyeurs d'hypoglycémie, mais de façon moins importante que les sulfamides hypoglycémiants. Pourquoi? Parce qu'ils ont une durée d'action qui est plus courte. Donc, on avait vu avec les sulfamides que la plupart avaient une durée d'action qui est longue. Donc, quand on est loin du repas, il y a un risque d'hypoglycémie qui est important. Par contre, pour les glynides, donc on a un seul glynide qui est commercialisé, c'est le répaglinide, sous différents dosages. Donc, quand on le donne, par exemple, au repas de midi, il va agir pendant 3 à 4 heures après ce repas de midi. Et donc, quand on est loin du repas, ce médicament ne va plus agir. De ce fait, on n'a pas de risque d'hypoglycémie. Le risque d'hypoglycémie, disons qu'il est moins important que sous sulfamide hypoglycémiant. Là aussi, pour les glynides, on doit les donner en plusieurs prises parce qu'ils ont une durée d'action, mais aussi on doit les donner. On commençait toujours par petite dose. Donc, on commence toujours par petite dose, par la dose la plus petite, c'est-à-dire 0,5 mg à chaque repas. Et puis, si on n'a pas de réponse, on augmente à 1 et on peut augmenter jusqu'à 4 mg au maximum. Donc, la dose maximale du répaglinide, c'est 4 fois 4 mg. Mais on n'arrive jamais à cette dose. Pareil, ils sont contre-indiqués en cas de grossesse, en cas d'insuffisance rénale, mais sévère. Alors, pour les sulfamides,
c'est que dès qu'on a une insuffisance rénale modérée, on ne peut plus les donner. Mais par contre, ici, on peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire une clairance de 30 millilitres par minute. En dessous de 30 millilitres par minute, il vaut mieux ne pas les donner, mais au-dessus de 30 millilitres par minute, ça reste quand même une insuffisance rénale, mais elle est modérée, donc je peux donner les glénites. Donc, quand on a à choisir, donc on va voir que quand on traite un patient diabétique, on va commencer toujours, comme je vous ai dit, par la metformine, on va le voir, et puis, s'il ne répond pas à la metformine, on doit rajouter autre chose. Parfois, on se pose la question, est-ce qu'on va donner des sulfamides ou est-ce qu'on va donner des glénites? Donc, les avantages des glénites par rapport aux sulfamides, on avait vu qu'ils étaient à élimination hépatique, donc chez les sujets qui ont une insuffisance rénale qui est modérée, une clairance à 45 à 40, on peut les donner, par contre, on ne peut pas donner les sulfamides hypoglycémiants. Ils ont une courte durée d'action, donc on a moins d'hypoglycémie, donc c'est un avantage. Par contre, les inconvénients, c'est qu'ils doivent être donnés en multiprise. Donc, puisqu'ils ont une courte durée d'action, c'est qu'on doit les donner à chaque repas, donc ça diminue l'observance. Ils sont intéressants chez les sujets, par exemple, qui sautent des repas. Donc, si on a, par exemple, un patient qui travaille à l'extérieur et ça lui arrive de ne pas déjeuner, si on lui donne un sulfamide hypoglycémie au petit déjeuner qui a une courte durée d'action, s'il saute le repas de midi, il risque de faire des hypoglycémies en fin de journée. Par contre, si on lui donne une glénite, donc le glénite, la règle de prescription, c'est pas de repas, pas de prise. Donc, s'il ne mange pas à midi, il ne prend pas son médicament à midi. S'il mange tardivement, il prendra son médicament tardivement. Donc, le médicament, il va s'adapter à ses habitudes alimentaires. Mais bon, il y a un risque d'oubli. Donc, on va passer ensuite à la troisième et quatrième classe de médicaments insulinosécréteurs. Donc, là, on va voir les médicaments, ce qu'on appelle les incrétinomimétiques. Je vous ai dit que les incrétinomimétiques étaient des médicaments qui stimulent la sécrétion d'insuline, mais de façon indirecte. Donc, avant de parler des incrétinomimétiques, on va faire des petits rappels. Donc, quand on a une prise alimentaire, donc quand on s'alimente, cette prise alimentaire va stimuler certaines cellules qui se trouvent au niveau intestinal. Ces cellules vont libérer deux hormones, qui sont le gastro-intestinal peptide et le glucagon-like peptide de type 1. Ces deux substances, on les appelle les incrétines. Donc, ces incrétines vont aller agir au niveau du pancréas par deux mécanismes. Donc, ils vont stimuler la sécrétion de l'insuline, mais de façon indirecte. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'on a une molécule de glucose, lorsqu'on a une hyperglycémie, le glucose va se fixer sur un récepteur au niveau pancréatique. Cette fixation du glucose sur son récepteur pancréatique, elle va entraîner une cascade de réactions qui va aboutir à la sécrétion de l'insuline. Donc, les incrétinomimétiques, ils vont ne faire qu'amplifier cette cascade de réactions qui va aboutir à l'insulinosécrétion. Mais ils ne vont pas activer eux-mêmes la sécrétion de l'insuline, contrairement aux sulfamides. Les sulfamides, ils ont des récepteurs membranaires au niveau du pancréas. Quand le sulfamide se fixe sur ce récepteur, on aura une sécrétion de l'insuline qui est ou qui n'est pas de glucose. On s'est injecté du GLP-1 dans le sang, mais on ne s'est pas alimenté. La glycémie n'a pas augmenté. Donc, il n'y a pas eu de stimulation de la sécrétion de l'insuline par voie pancréatique. Le GLP-1 n'aura aucun effet sur la sécrétion de l'insuline. Parce que le GLP-1 est incapable de stimuler l'insulinosécrétion seul. Lui, il ne va que potentialiser l'effet du glucose au niveau du pancréas. Dès qu'un sulfamide se fixe sur son récepteur pancréatique, ils ont un récepteur au niveau de la cellule bêta-pancréatique, il va stimuler la sécrétion de l'insuline, indépendamment du taux de glycémie. Alors que les incrétines ne peuvent pas stimuler la sécrétion de l'insuline s'il n'y a pas d'hyperglycémie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces incrétines qui sont sécrétées par l'intestin, ils sont dégradés très rapidement, ils ont une demi-vie très très courte, ils sont dégradés très rapidement par une enzyme qu'on appelle la DPP4, la dipeptidine peptidase de type 4. Chez le patient diabétique, on a une diminution de l'effet incrétine, on va le voir. Donc, pour pallier à ce défaut d'incrétine chez le patient diabétique, on a deux solutions. Soit inhiber cette enzyme qui dégrade les incrétines qui sont sécrétées par voie endogène. Donc, on va prolonger la demi-vie des incrétines qui ont été sécrétées par le patient. Soit on va donner directement des incrétines par voie injectable. Il faut savoir que les incrétines, c'est des polypeptides, donc on ne peut pas les donner par voie orale. C'est comme l'insuline, ils vont être détruits par les protéases qui sont sécrétées au niveau du tube digestif, donc on doit les donner par voie injectable. Ça, c'est l'action des incrétines. Donc, on a les chercheurs, il y a déjà quelques années, ils ont remarqué que le fait de donner du glucose par voie orale,
ça stimulait la sécrétion de l'insuline par le pancréas de façon plus importante que si on donnait la même quantité de glucose par voie veineuse. Je m'explique. Donc, vous voyez ici le schéma de gauche. On va donner une certaine quantité de glucose par voie veineuse. Et on va voir la quantité de l'insuline sécrétée. Donc, vous voyez que plus on avance dans le temps, plus la quantité d'insuline sécrétée suite à l'injection veineuse du glucose augmente. Ensuite, deuxième expérience, chez les mêmes sujets, on va donner la même quantité de glucose. Par exemple, ici, on a donné 50 grammes de glucose. On va donner la même quantité de glucose, mais par voie orale. On va donner 50 grammes de glucose par voie orale. Et on va voir combien d'insuline va sécréter le pancréas. Et vous voyez que chez le sujet normal, la quantité d'insuline sécrétée par le pancréas suite à une prise orale de glucose est beaucoup plus importante que la quantité d'insuline qui est sécrétée par le pancréas devant la même quantité de glucose mais donnée par voie veineuse. C'est ça ce qu'on appelle l'effet incrétine. D'accord? Et c'est ce qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce que quand on donne du glucose par voie orale, ça va stimuler la sécrétion des incrétines par l'intestin. Et ces incrétines, je viens de vous le dire, ils vont potentialiser l'effet du glucose au niveau du pancréas. Et donc, ils vont augmenter l'insulinosécrétion par le pancréas après stimulation par le glucose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet incrétine. Mais ça, c'est le sujet normal. On a remarqué aussi que chez le sujet diabétique, on avait une diminution de ce qu'on appelle cet effet incrétine. Que le fait de donner du glucose par voie veineuse augmentait la sécrétion de l'insuline par le pancréas, c'est normal. Mais si on donne cette même quantité de glucides par voie orale, l'augmentation de l'insulinosécrétion n'est pas aussi importante que le sujet normal. En fait, on a une baisse de l'effet incrétine. Et cette baisse de l'effet incrétine, elle est due essentiellement à la diminution de la sécrétion du GLP-1 chez le sujet diabétique. On a aussi une résistance à l'action du GIP, mais on a essentiellement chez le sujet diabétique une baisse de la sécrétion du GLP-1. C'est ce qui fait que le fait de prendre des glucides par voie orale ne stimule pas beaucoup l'insulinosécrétion endogène. Donc, la solution qui a été trouvée pour pallier à cet effet incrétine, c'est ce que je vous ai dit, soit donner un médicament par voie orale qui va inhiber l'enzyme qui dégrade cette incrétine, donc on va prolonger la demi-vie du GLP-1 qui a été sécrété par voie endogène, soit on va donner du GLP-1 par voie injectable. Donc, pour ce qui est des inhibiteurs de cette enzyme qui dégrade les incrétines, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de la DPP4. La sitagliptine et l'allogliptine, mais il faut savoir que c'est des médicaments qui ne sont pas remboursés. Donc, il y a peu de gens qui peuvent se les permettre, quoi qu'ils ne sont pas très chers. L'avantage, c'est qu'on les donne en une fois par jour. Donc, c'est des doses fixes, sauf c'est l'insuffisance rénale. Et on vient de voir qu'ils stimulaient la sécrétion de l'insuline de façon indirecte et qu'ils ne donnaient pas d'hypoglycémie. C'est ce qu'il faut retenir. Le deuxième type de médicament incrétine, on va donner des analogues du GLP-1. Donc, on va donner du GLP-1 par voie injectable, mais ce n'est pas le même GLP-1 qui est synthétisé par l'organisme, par l'intestin. Donc, c'est un GLP-1 qu'on a modifié, dont on a modifié la structure pour le rendre plus résistant à l'action de la DPP4. Il y en a plein qui existent dans le monde. Le liraglutide, c'est ce qu'on appelle le Victoza. Lui aussi, il n'est pas remboursé. Donc, pour la posologie, c'est des stylos. Donc, faire 3 graduations, 0,6, 1,2 et 1,8. On commence toujours par 0,6 pendant une semaine. Ensuite, le temps que le patient s'habitue, on va augmenter à 1,2 et la dose thérapeutique, c'est généralement 1,2. Chez certains patients, lorsqu'on n'a pas une réponse qui est adéquate sur 1,2, on peut augmenter jusqu'à 1,8, mais généralement sur 1,8, on peut avoir des effets secondaires. Voilà. Donc, la dose thérapeutique, 1,2 à 1,8. Il faut savoir que ça existe aussi sous forme de 3 mg, stylo de 3 mg, mais il est prescrit pour le traitement de l'obésité. Donc, on le donne en une seule injection par jour. C'est une voie sous-cutanée, injectable. Donc, c'est un stylo qui ressemble au stylo à l'insuline. C'est tout à fait le même. Pour les effets secondaires, c'est essentiellement des effets secondaires digestifs, à type de nausées ou de vomissements qu'on voit au début du traitement. C'est pour ça qu'il faut commencer toujours à petite dose, comme la metformine. Et il a été décrit aussi quelques cas de pancréatite sous liraglutide. Son avantage majeur, c'est qu'il n'entraîne pas d'hypoglycémie et c'est le seul médicament antidiabétique qui entraîne une perte pondérale. Les autres, soit ils sont neutres sur le poids, comme la metformine, les inhibiteurs de la DPP4 et les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase qu'on va voir tout de suite. Pour les sulfamines, ils entraînent une petite augmentation du poids.
Mais le liraglutide, c'est le seul qui entraîne une perte de poids. Bien sûr, il est contre-indiqué en cas de grossesse, on ne doit pas le donner aussi en cas d'insuffisance rénale. Alors ça, c'est un tableau qui compare les incrétinomimétiques. Donc quand on dit incrétinomimétiques, c'est les analogues du GLP-1 et les inhibiteurs de la DPP-4. Alors, dernière classe thérapeutique pour les antidiabétiques oraux, c'est les médicaments qui inhibent la dégradation et donc l'absorption des glucides. Et le seul médicament qui existe à notre niveau, c'est la classe des inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, c'est la carbose. Donc, quand on avait fait la diététique, on avait bien parlé des polysaccharides, des disaccharides et des monosaccharides. On avait dit que pour que les sucres soient absorbés, il fallait qu'ils soient dégradés sous forme de monosaccharides pour qu'ils puissent être absorbés. Et cette dégradation de disaccharides en monosaccharides, elle se faisait grâce à une enzyme qu'on appelle l'alpha-glucosidase. Donc, quand on va inhiber l'action de cette enzyme, on va inhiber la dégradation des disaccharides et des polysaccharides, et donc ces disaccharides ne pourront pas être absorbés au niveau de l'intestin, et de ce fait, on va diminuer la glycémie postprandiale. Donc les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, ils agissent essentiellement sur la glycémie postprandiale. Ils ont des effets secondaires essentiellement digestifs, douleur abdominale, ballonnement. Pourquoi? Parce que tous ces sucres qui n'ont pas été dégradés ne vont pas être absorbés, ils vont arriver au niveau du côlon, ils vont fermenter. D'accord? Donc, c'est pour ça que la fermentation de ces sucres non absorbés va donner des effets secondaires digestifs à type de douleur abdominale, de ballonnement, de flatulence. D'ailleurs, ces signes secondaires digestifs sont proportionnels à la quantité de glucides absorbés. Si le sujet a toujours toléré son acarbose, avait plus ou moins toléré son acarbose au début du traitement et qu'un jour ou l'autre, il vient vous dire « j'ai des effets secondaires insupportables », c'est que peut-être le sujet a augmenté son apport de glucides. Plus l'apport de glucides est important lors du repas, plus il y aura de glucides qui ne vont pas être digérés, plus il y aura de glucides qui vont être fermentés et plus il y aura d'effets secondaires digestifs. D'accord? Donc, les effets secondaires digestifs sont proportionnels à l'apport glucidique du repas. C'est des médicaments qui ne donnent pas d'hypoglycémie. Ils sont contre-indiqués en cas de grossesse, comme tous les antidiabétiques oraux. On peut les donner pour une insuffisance rénale modérée, mais pas pour une insuffisance rénale sévère. Il faut retenir que l'insuffisance rénale sévère, c'est une contre-indication à tous les antidiabétiques oraux. Quand on parle d'insuffisance rénale sévère, sauf certains inhibiteurs de la DPP-4. Donc, l'insuffisance rénale sévère, c'est une contre-indication de tous les antidiabétiques oraux, sauf certains inhibiteurs de la DPP-4, mais on doit quand même faire un réajustement thérapeutique pour ces inhibiteurs de la DPP-4. Pour tous les autres, c'est contre-indiqué. Maintenant, il y en a qui sont contre-indiqués dès que la clairance commence à baisser, même si ce n'est pas une insuffisance rénale sévère, c'est les sulfamides et la metformine. Donc, contre-indiqué en cas de grossesse d'insuffisance rénale sévère ou bien de maladie chronique du tube digestif. Donc, quelqu'un qui a déjà une RCUH, un côlon irritable, un Crohn, il faudrait éviter de les prescrire chez ces sujets.